Dans le fond de la salle, il y a Walter Sartori, Elisabeth Borson, Nathalie Colin-Coquille, je vais y arriver, Pierre Pérez, Alexandra Turnal, Aloïs Chassot. J'ai vu dans la salle, il est au deuxième rang, Thierry Repentin, que je salue. Voilà. Merci donc d'être là, comme vous l'étiez déjà il y a un an, à peu près à cette date-là, pour notre précédente réunion de quartier. Alors, en réalité, ça c'est le cimetière, ça c'est les serres municipales, et donc vous avez ici un nouveau quartier industriel qui est en train de naître. Ce bâtiment-là est construit, celui-ci est construit, celui-là est en train d'être construit. Celui-ci devrait démarrer au mois de janvier, de même que celui-là devrait démarrer au mois d'avril, un petit peu plus tard. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le taux de chômage national est de 8,8, il a baissé depuis le début du mandat de l'ordre de 1%, un petit peu plus d'1%. Sur le bassin chambérien, on est à 6,9, c'est-à-dire qu'on est à 2,5 points de moins qu'en 2014, y compris dans les quartiers fragiles, puisque les derniers chiffres que m'a donné le secrétaire général de la préfecture, c'est qu'à Chambéry-le-Haut, par exemple, on est passé d'un taux de chômage de 20% en 2014 à un taux de chômage de 14% aujourd'hui. C'est encore énorme, mais ça montre bien que l'embellie sur le plan de l'emploi, elle touche l'ensemble des secteurs de la ville. Dans cette attractivité que nous avons, orientation ou d'un choix de destination, et y compris quand il s'agit de savoir où on est bien pour étudier. C'est vrai qu'avoir une population d'étudiants en augmentation, c'est quand même un apport à vivier de jeunes qui demain, je peux en témoigner dans mon expérience de parlementaire européen, demain seront des qui m'ont été racontés à Strasbourg par des parlementaires ou assistants parlementaires qui ont fait un cycle ici à Chambéry. Pour tout vous dire, il y en a même un jour, il me dit: vous connaissez monsieur Untel, qui était le maire d'une des communes de l'agglomération? Je dis oui. Il me dit: ça a failli être mon beau-père. Voilà. Alors, sur le plan du commerce, c'est un sujet qui est sensible. Il y a un an, la rue Croix d'Or, on était à 40% de commerce clos. On est aujourd'hui à 18%. A décidé de réorganiser son offre. C'est pas qu'il quitte Chambéry, c'est qu'il veut trouver, comme la plupart d'ailleurs, des cellules commerciales plus grandes pour pouvoir améliorer son offre et faire concurrence à ce qu'il fait lui-même sur Internet. Puisqu'il m'a expliqué l'autre jour qu'avec un chiffre d'affaires de 25 millions, il y a 2 ans qu'il est sur Internet, il fait déjà plus de 2 millions de chiffre d'affaires sur Internet, et les clients viennent chercher dans les boutiques, mais ils ont commandé sur Internet. Et donc on va devoir travailler avec lui. Il a des clients, mais pour reprendre les boutiques, on va devoir accompagner les efforts qu'il veut faire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a postulé à une opération qui s'appelle Cœur de Ville, qui est une opération qui est soutenue par l'État, qui prendra en compte 220 villes françaises et qui vise à régénérer le cœur de ville. Alors le cœur de ville, c'est quoi? C'est bien évidemment le commerce qui est en pied d'immeuble, mais ce n'est pas que le commerce en pied d'immeuble. C'est aussi tout ce qui est dessus. Parce que, réfléchissons ensemble, ou faisons un constat ensemble, reprenons la même montée d'escalier, si vous y habitiez déjà, et puis reportons-nous dans les années 80. Puis on fait la comparaison avec aujourd'hui, il vous manque sans doute entre 20 et 25% d'habitants. Pourquoi? Parce que les familles sont moins importantes aujourd'hui qu'hier, il y a moins d'enfants, et il y a de plus en plus de familles qui sont des familles séparées, monoparentales. Et il y a de plus en plus de personnes âgées. Donc tout ça fait que dans un même immeuble, on a moins d'occupants. Et si on veut régénérer le centre-ville, il faut absolument arriver à réoccuper au mieux l'ensemble des cellules familiales, y compris des appartements qui sont vides depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que les propriétaires sont souvent des personnes âgées, peu fortunées ou plus fortunées, qui n'ont donc plus l'argent
pour réparer et remettre en état ce qu'était leur bien. Et donc, faute de travaux qui se sont faits au fur et à mesure du temps, la cellule familiale s'est dégradée. C'est la raison pour laquelle nous avons candidaté et été retenus par l'État pour conduire ce qui s'appelle une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Celle-ci est en route. Il y a déjà une centaine de dossiers qui sont instruits. Si vous êtes propriétaire dans ce périmètre du centre ancien, ou si vous avez des amis propriétaires qui s'interrogent sur l'état de leurs biens, il faut qu'ils aillent 15 Faubourg Montmélian. Il y a un bureau qui a été ouvert, qui est un bureau d'information et d'accompagnement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du renseignement. Les personnes qui sont là, qui appartiennent à Cristal Habitat, puisque c'est Cristal Habitat qui a été mandaté pour cette opération, sont là pour aller visiter, mettre en relation, véritablement accompagner dans le montage des dossiers de rénovation du bâti. De nouveaux visages avec de nouveaux équipements. L'un qui est tout près d'ici, mais ici on est ce soir dans un lieu un peu central par rapport à des nouveaux équipements. Vous avez d'abord ce qui sera livré à la fin de l'été 2019, c'est le nouveau pôle d'échange multimodal. Il y a un an, c'était un dessin qu'on vous présentait. Aujourd'hui, c'est une photo. Voilà, donc la piscine, ces photos, elles datent déjà d'il y a quelques semaines. C'est un chantier donc, de 20 millions qui sera terminé à l'été. Mais tant que tous les réglages soient faits, que toutes les plantations aient prises, etc., sa livraison n'aura lieu qu'à l'automne 2019. Alors, ce chantier, il fait 20 millions d'euros. Il est colossal. Pour autant, j'appelle votre attention sur le fait que malgré la piscine de Buisson, malgré cette nouvelle piscine, nous ne serons encore pas au niveau par rapport à ce que sont les normes, notamment pour l'éducation nationale. Et donc, nous devrons, dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, construire une troisième piscine, vraisemblablement à la mode Servolex. C'est là qu'un terrain a été réservé. C'est ce jour-là qu'on aura l'équipement à hauteur de la population de 140 000 habitants de l'agglomération. Donc ça, vous avez sur cette vue du chantier, une vue intérieure du bassin, du grand bassin, avec ici les futurs gradins. Ce grand bassin, il donne sur l'extérieur, et à l'extérieur, vous aurez également un grand bassin et une grande zone, un solarium, qui permettra, avec l'hiver, il n'y aura qu'une entrée. L'entrée, elle va se faire, non pas sur l'avenue Alsace-Lorraine, elle se fera sur le nouveau mail, auquel on donnera le nom d'André Gilbertas. Il y aura une entrée hivernale, et l'été, il y aura 2 entrées pour faire face aux flux plus importants. L'autre grand dossier qui a démarré concerne le secteur où l'on est ce soir. C'est donc le secteur à la fois Vétrotex, Grand Verger. Donc à Grand Verger, ces 2 premiers bâtiments sont construits. Celui-là est en cours de réalisation. Il y en a un qui est par là, qui est construit également. Et nous sommes en discussion avec Eiffage, qui voudrait pouvoir construire très vite le 3e bâtiment ici. Nous, on aimerait mieux peut-être qu'ils construisent un de ces 2-là par rapport au plan de voirie. Et donc, le dernier bâtiment qui a commencé à être construit au mois de septembre, il y a ce soir plus de 70% des surfaces qui sont vendues. Sur la zone Vétrotex, vous avez donc vu que depuis quelques jours, la construction d'un nouveau bâtiment a commencé. C'est un double bâtiment, il y a à la fois une résidence senior et un immeuble de 100 logements. Il est donc juste derrière le restaurant des abattoirs, enfin aujourd'hui ça s'appelle le restaurant du Verger. Dans les jours qui viennent, nous allons attribuer ces lots-là, sur lesquels nous avons forte demande. À terme, l'ensemble de la zone, c'est environ 750 logements. Ces 750 logements qui seront livrés entre la fin 2020 et vraisemblablement 2026 ou 2027. L'augmentation de population de ce secteur-là nécessite, dans les prévisions qui ont été faites par l'éducation nationale,
que l'on construise, ou plus exactement que l'on agrandisse l'école du Stade d'une classe par an chaque année pendant 5 ans, entre la maternelle et le primaire. Et donc dans le courant de l'année 2019, on soumettra au conseil d'école en débat les projets d'agrandissement. Est-ce que c'est tout exactement au même endroit? Est-ce qu'on divise maternelle et élémentaire? Ça fait partie des questions que nous nous posons aujourd'hui. Sachant que ce grand quartier, votre grand quartier, souffre d'un sous-équipement en matière d'équipement pour les enfants. Les autres quartiers de la ville sont à peu près bien équipés en... Décidément, j'ai du mal ce soir. En maison de l'enfance. Et donc, nous devrons, dans les mois et les années qui viennent, envisager à la fois l'équipement d'un multi-accueil, ici, dans ce secteur-là, et l'équipement d'une maison de l'enfance. Comme ça se fait dans la plupart des communes, il faudra voir si les locaux de l'école, ou d'une partie des locaux de l'école, peuvent aussi être utilisés par la maison de l'enfance. C'est le cas à Chambéry-le-Haut, à Verbois, c'est le cas dans d'autres villes. Ça fait partie des chantiers, du travail qui est devant nous dans les mois qui viennent. Dans l'aménagement de ce quartier, nous allons en 2019 engager la démolition du bâtiment qui reste en long de Métrotex, le long de la Lesse, et nous allons aménager un parc paysager qui fait 50 mètres de large, qui partira du rond-point qui est vers l'hôtel de police et qui ira jusque, ça c'est Leclerc, hein. Donc ce parc paysager auquel nous donnerons le nom de Blainville, une ville du Canada avec lequel nous avons quelques coopérations et qui a donné le nom de Chambéry à un quartier de la ville. Cette liaison verte sera également en communication avec une autre liaison verte qui traversera comme ça pour venir relier le secteur de Lierre. Voilà. En ce qui concerne, donc ça c'est Métrotex c'est sous maîtrise directe de la ville, ça c'est l'agglo, puisque c'est de l'économie, et ça, Cassine, ça sera à la fois la ville et l'agglo. L'agglo pour la partie économique, la ville pour la partie logement. Alors j'insiste un petit peu là-dessus parce que ces opérations-là étaient lancées, elles sont en très grande proximité. Je ne voulais pas que l'on ait demain à la Cassine un quartier qui soit vivant le jour, mais qui soit un désert la nuit et les week-ends. C'est la raison pour laquelle, en accord avec le président de l'agglomération, on a décidé que, dans le plan d'ensemble, le long des voies ferrées, tous ces bâtiments longs seront de l'économie. Le long de la VRU, tout ça sera de l'économie. La tête ici sera de l'économie. Mais ces immeubles que vous voyez là derrière, qui font face aux autres immeubles qui existent déjà du chemin de la Cassine, seront du logement. L'objectif, c'est d'avoir, notamment sur la place qui est ici, un certain nombre de commerces, qui soient des commerces qui travaillent en permanence, et pas des commerces qui ferment à 6 h du soir, parce que l'ensemble du quartier arrête de vivre à 6 h du soir. Donc dans cet ensemble-là, la ZAC vient d'être approuvée. Donc si on se situe, ça c'est le futur parking de la Cassine. Quand on est ici, on est à peu près le long du grand mur gris de la SNCF. Et quand on est là, on est à peu près au parking Cassine 2. Et bien exactement derrière Cassine 2, on le verra sur une vue tout à l'heure, on a un premier immeuble de 10 000 m² qui va démarrer, qui est construit par une grande mutuelle nationale qui construit pour la première fois à Chambéry. Et c'est pour partie TELT, la société de construction du tunnel Lyon-Turin, et pour partie une grande entreprise du secteur du numérique qui viendront s'installer dans ce bâtiment. Du coup, la mutuelle qui voulait installer ses propres locaux va nous demander de pouvoir avoir un autre lot pour installer
ces bâtiments, puisque à la fois Telt et le client qu'ils ont trouvé ne veulent pas partager les montées d'escalier avec d'autres occupants. Ils veulent pouvoir avoir leur partie complètement privatisée. Dans ce secteur-là, Champmerle, vous avez un premier bâtiment qui a été construit par Cristal Habitat l'année dernière, et je parle sous le contrôle d'Alexandra Turner, la présidente. Un nouveau bâtiment, un autre bâtiment va être construit dans les prochaines semaines. Il a été attribué ici, face à la CAPEB. Voilà. Alors, concernant votre quartier du centre-ville, on s'était retrouvé dans cette même salle il y a tout juste un an, et à l'occasion de cette soirée, il y a un certain nombre de questions que vous aviez posées qui restaient en suspens, ou du moins sur lesquelles je ne vous avais pas apporté toutes les précisions, parce que nous étions encore en réflexion ou qui permet d'intervenir en renfort lorsqu'il y a des absences dans telle ou telle école, alors que l'année dernière, nous n'avions pas la capacité de remplacer les absences. Le stationnement sur la place de Brigade de Savoie, c'est un peu loin d'ici, mais c'est là que ça avait été évoqué quand même. Brigade de Savoie, c'est la place qui est vers le Radio France, Pays de Savoie, à Curial. Il y avait effectivement de vrais problèmes. Donc la mise en enclos du parking de l'Europe a permis, et du parking en face du manège, ont permis de régler une partie des problèmes. Il nous reste encore un travail de modification du mobilier urbain en lien avec les pompiers, parce que les pompiers veulent maintenir un accès de sécurité de ce côté de Malraux, mais du mobilier qui est mobile pour les pompiers, il est assez vite mobile pour tout le monde, y compris pour les exploitants des boîtes de nuit. Et donc les services techniques travaillent sur la recherche d'un nouveau matériel qui nous permettrait de verrouiller les choses. Alors, sur le secteur de la rue d'Angleterre et des vitesses excessives de véhicules, vous aviez assisté, la police municipale a donc fait un certain nombre de pointages. On est en train de faire un diagnostic du secteur. J'appelle néanmoins votre attention, dès maintenant, sur le fait que mettre en sens unique la rue Nicolas Parent, comme certains nous le demandent, aurait immédiatement pour effet d'accélérer la vitesse. Puisque quand il n'y a qu'un sens de circulation, c'est partout pareil, la vitesse a tendance à s'accélérer très vite. Mais, donc il y aura des réunions spécifiques dans le secteur concernant ce chantier-là. Sur le boulevard de la Colombe, j'y reviens pas, les travaux sont aujourd'hui faits. On a lancé des opérations d'animation, notamment les food trucks, le jeudi. On y a organisé un certain nombre d'activités, le forum des associations, le marché de Noël. J'ai été voir ce soir, avant de venir ici, les différents commerçants qui sont sur le boulevard. Ils sont très contents, m'ont-ils dit, de leur début d'activité. Alors, on avait aussi eu des questions sur la question des acacias en tête de digue sur la Lesse. Et donc, je confirme ce que j'avais déjà dit l'année dernière. Nous ne pouvons plus maintenir des arbres haute tige sur les digues des rivières qui sont des digues, voilà, tout simplement. C'est une doctrine qui nous est imposée par l'État, le ministère de l'Environnement et plus particulièrement le CGDD. Pourquoi ? Parce qu'une digue où il y a eu des grands arbres, les arbres pourrissent, enfin meurent, les racines pourrissent, et les racines font ce que les hydrogéologues appellent des renards, c'est-à-dire des conduits où, sous la pression de l'eau, quand il y a la montée des crues, c'est comme ça que les digues partent. Donc c'est la raison pour laquelle des arbres ont été replantés, notamment des saules, en pied de digues, de manière à maintenir un couvert sur l'eau l'été pour éviter l'échauffement de la rivière, mais on ne peut plus avoir les arbres en sommet de digues. Concernant le devenir de la rue Sommeiller, donc j'ai déjà eu l'occasion de vous dire il y a quelques instants qu'une des pauses minutes sera mise en place côté rue Sommeiller. On réfléchit actuellement, on lance les études sur l'aménagement de l'avenue des Ducs de Savoie. Puisque vous savez que normalement, enfin, ce que nous souhaitions, c'est qu'un nouveau parking aurait dû être mis en service cet automne. Les travaux viennent de démarrer après les procédures que l'on a eues.
Et donc nous souhaitons enlever les véhicules qui sont au milieu de l'avenue des Ducs, qui sont garés au milieu de l'avenue des Ducs, pour avoir 2 couloirs de bus et 2 voies de circulation, parce que nous voulons continuer à conforter la vitesse d'avancement des bus. Et donc, dans le cadre de cette réflexion globale, on va aussi intégrer le devenir de la rue Sommeiller. Parce que la rue Sommeiller, si l'avenue des Ducs est refaite, si le secteur de la gare est refait, ça va très vite apparaître comme une mauvaise verrue au milieu du secteur. Donc, entre autres, se posera la question des circulations cyclables dans cette rue Sommeiller. Un sens, 2 sens. Quand vous venez du sud, c'est logique de rentrer vers la gare par la rue Sommeiller. Par contre, quand vous repartez de la gare, ça risque d'être très compliqué de rentrer des cyclistes par le carrefour du Centenaire en direction de la piste cyclable. Et donc, il vaut peut-être mieux maintenir les cyclistes par la rue de la gare, leur permettre de traverser par le passage qui est vers le palais de justice tel qu'il est aujourd'hui, et de se réintégrer dans la piste cyclable par le boulevard de la Colonne. Mais ça fait partie des choses qui vont devoir être travaillées. Sur l'avenue Maréchal Leclerc, oui, la circulation est très compliquée. Je vous ai dit que la gare serait terminée à l'automne. Le chantier des abords devrait être terminé au mois de juin. Et on pourra résoudre les difficultés de ce secteur-là qu'à ce moment-là. Donc la rue Maréchal Leclerc sera maintenue dans le sens de circulation où elle est. Il y aura donc la dépose minute là où il y a les taxis actuellement. Bon, sur le stationnement sur le quai des Allobroges, aujourd'hui le parking dans l'enclos est terminé et fonctionne, je n'y reviens pas. Alors il y a la question du stationnement au sein de la résidence du Paradis. Bon. J'ai un courrier qui est prêt pour les copropriétaires du Paradis, enfin pour l'association syndicale. Il faut qu'on engage une vraie réflexion parce que au fil du temps, le droit a évolué, la jurisprudence a évolué. Et le problème de l'intérieur du Paradis, c'est qu'il est aujourd'hui dans une situation qui est bâtarde. Pourquoi bâtarde? Parce que la copropriété l'a mis sous barrière. Le fait d'avoir été mis sous barrière par la copropriété en fait un espace privé dans lequel la police municipale notamment n'a plus capacité en droit à intervenir. Il n'y a que la police nationale qui peut intervenir à l'intérieur. Pour autant, le stationnement par ceux qui y rentrent, donc en principe ceux qui ont des cartes, est complètement anarchique et il y a de plus en plus souvent des problèmes de collecte d'ordures ménagères qui sont mal faits parce que les camions ne peuvent pas passer dans le secteur du Paradis. Donc il faut qu'on engage une réflexion avec les résidents du Paradis sur une complète privatisation de l'ensemble du périmètre ou sa remise en espace public. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, si ça redevient un espace public, la police municipale peut y intervenir, le parking, le stationnement pourra être géré par du traçage au sol, du stationnement en rotateur, etc. Il y a une réflexion spécifique à avoir avec la copropriété. Si je suis bien renseigné, en 1952, quand l'acte a été fait, la ville a cédé à la Savoisienne uniquement l'emprise des bâtiments. Et l'intérieur avait été gardé pour faire un jardin public pour partie et un parc pour une autre partie. Alors pour quelles raisons les arbres du boulevard Gambetta ont été abattus? Je vous confirme que c'est à cause de l'état sanitaire de ces arbres que l'on va les remplacer en lieu et place. Les travaux sont programmés. Quand ça a été rédigé, c'était marqué effectué, on a été un peu rapide, mais en tout cas, d'ici le printemps 2019, les arbres qui ont disparu sur l'avenue Gambetta, sur le boulevard Gambetta, seront replantés. Quelqu'un avait également, rappelez-vous, soulevé la question des vibrations qu'il ressentait dans son appartement au dernier étage, semble-t-il, du fait du pont. Alors il y a tout un tas de mesures qui ont été faites sur le pont, ça ne vient pas du pont, y compris quand les bus démarrent, etc. Ce que l'on va demander à la copropriété, c'est d'engager une déclaration de sinistre,
parce qu'il va falloir faire nommer des experts pour savoir d'où viennent ces vibrations. Il se peut que ce soit un chantier sur une canalisation, qu'une des canalisations ait été mal calée, et que suivant la puissance de ce qui passe dans les canalisations, ça soit ça qui provoque des vibrations dans la montée d'escalier. Mais en tout cas, la personne pensait que ça venait du pont, suite à des travaux qui avaient été faits. Les témoins qui ont été posés montrent que le pont ne bouge pas. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des copropriétaires de cette montée d'escalier ce soir? Non? Non? Personne? Bon. Rue des Diables Bleus, vous aviez à faire face à un problème d'importance de véhicules. Alors les feux tricolores, il y a eu une révision de la temporisation. Vous nous direz tout à l'heure si les choses se sont... La temporisation, c'est le réglage des feux, pardon. Si les choses se sont améliorées ou pas. Sur la vitesse de circulation, donc la ville s'est maintenant équipée d'un radar pédagogique. On l'a mis déjà dans des endroits où ça nous paraissait le plus urgent. En 2019, on mettra les radars pédagogiques et on va intensifier les contrôles de vitesse par la police municipale. Mais j'ai eu la démonstration mardi soir à Bellevue. Entre la vitesse ressentie quand vous êtes sur un trottoir et puis la vitesse qui est relevée par les appareils, c'est pas toujours tout à fait la même chose. Et ça va généralement plus vite quand vous le percevez en tant que piéton que quand vous êtes sur le trottoir. À Bellevue, boulevard de Bellevue, on nous soutenait que 80% des gens allaient à 100 à l'heure. Le radar a montré que 85% des véhicules passent en dessous de 45 km/h. Voilà. Sur la station service poids lourd, donc pour bien resituer, c'est la station Esso que vous nous aviez interrogé, qui se trouve en face de Champvillard. Donc nous sommes en négociation avec le groupe Esso. Nous avons trouvé a priori un terrain au Landier qui semblerait leur convenir et qui nous permettra d'enlever cette station qui amène tout un tas de poids lourds à venir faire le tour exclusivement à ce rond-point pour venir chercher de l'essence. Il faut dire, c'est ce qui rend la discussion un peu compliquée, que c'est une station essence qui a un niveau de vente attesté qui est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne des autres stations de l'agglomération. Bon. Donc c'est pour ça que c'est compliqué avec un grand groupe comme Esso pour conduire les négociations pour les relocaliser. Enfin, concernant le devenir du centre de tri postal, il y a un an tout n'était pas calé. Nous allons en 2019 vraisemblablement transférer dans ce bâtiment qui est propriété de la ville aujourd'hui les archives municipales qui sont aujourd'hui dans le bâtiment où il y a la maison des syndicats. Les archives sont mal stockées, elles ont pris l'eau il y a 2 ans et donc on va les ramener dans ce bâtiment-là. Voilà. Concernant les travaux réalisés dans votre grand secteur du centre-ville, je ne reviens pas sur ce qui a été fait rue de Boigne et rue Vieille-Monnaie. Le boulevard de la Colonne, j'en ai parlé également. Nous avons refait, c'était une demande qui était exprimée par certains d'entre vous au cours de cette année, la rue du docteur Julien, en reprenant tout, y compris les réseaux. Je n'ai pas de nouveau retour, vous m'en parlerez tout à l'heure, vous me direz si ça va ou si ça ne va pas. Sur le cimetière de Charrière-Neuve, on avait eu un problème donc, avec les arbres qui avaient été arrachés par la tempête, je ne sais plus laquelle c'était. Donc les plantations qui avaient été promises ont été faites. L'allée centrale, le côté majestueux de l'allée centrale est préservé. On a un problème aujourd'hui puisqu'on ne peut plus utiliser de désherbants dans les villes et notamment dans les cimetières. Disons les choses franchement, on s'est fait prendre de vitesse par l'herbe ce printemps. On est donc en train de réajuster les moyens pour l'année prochaine et les méthodes, mais il n'y aura pas plus de désherbants en 2019 dans le cimetière qu'en 2018, puisque nous n'avons plus le droit, les villes, d'utiliser du désherbant. Par contre, pour éviter
les zones d'herbe, la multiplication des zones enherbées, etc. À l'exemple de ce qui s'est fait dans d'autres villes, on va reprendre les allées, y compris les allées secondaires progressivement, pour y mettre de la vraie herbe, c'est le cas de dire, et pas laisser simplement pousser les herbes sauvages. Le paradoxe, c'est que quand il y a eu du désherbant utilisé à grande quantité pendant très longtemps sur un terrain, l'année où vous n'utilisez plus le désherbant, c'est les espèces les plus résistantes, qui prennent le dessus. Et ça donne le résultat qu'on avait cet été, dont je vous avoue, le maire n'était pas très fier. À reprendre intégralement la grande salle pour la mettre aux normes anti-feu, puisque les normes ont été évoluées et que le revêtement, notamment des sièges, ne correspondait plus aux normes. On va également reprendre la toiture, puisque la toiture n'avait qu'une très mauvaise étanchéité, et le propre de Malraux, c'est qu'on y gelait l'hiver et qu'on pouvait y cuire l'été. Donc, reprise également de tout ce qui est l'isolation en tête, électronisation, informatisation de toute la partie scène. Aujourd'hui, la plupart des spectacles, le cadencement des décors, des jeux de lumière, etc., tout ça est monté sur ordinateur. À Chambéry, on ne pouvait pas recevoir ces spectacles comme il faut parce qu'on n'avait pas l'équipement de scène qui correspondait à ces décors. Donc, dans le nouveau Malraux, les équipements scéniques seront ceux qui existent dans les grandes villes de France pour permettre d'accueillir dans les mêmes conditions qu'ailleurs, c'est-à-dire en coûtant moins cher en frais de fonctionnement, les spectacles. Si tout va bien, on devrait pouvoir rouvrir au mois de décembre dès 2019. La date est même fixée, puisque c'est les frères Capuçon. Les deux qui jouent rarement ensemble, c'est les frères Capuçon qui ont accepté de venir faire le spectacle de réouverture de Malraux. Et ces gens-là, on les réserve dans un agenda assez longtemps à l'avance. L'autre dossier que je voulais évoquer avec vous, dans ce quartier, il y a quelques années en arrière, il y a une histoire de pont qui a fait beaucoup de débats. Alors, il paraît que ça recommence à faire débat. Donc nous allons bien construire un pont, mais le pont dont nous parlons n'a rien à voir avec le pont précédent. Donc le pont dont nous parlons, il est ici, hein, vous voyez qu'il aura donc 4 voies de circulation. Il est destiné à enjamber l'Alès, et uniquement l'Alès, à hauteur juste à côté du Leclerc. Hein. Leclerc, c'est ça. Donc, l'opération Centre-Nord, c'est quoi? Vous avez pu le voir déjà à l'enquête publique. C'est donc quand on arrivera de la voie rapide urbaine, vous savez qu'aujourd'hui les queues remontent parfois le matin jusqu'à la route de la Motte. Donc les feux tricolores qui existent ici vont disparaître. Quand vous arriverez du nord, vous rentrerez forcément dans Chambéry comme ça, pour venir jusque devant Leclerc, et là, vous pourrez reprendre l'avenue de la Boisse, ou filer dans cette direction-là, voire rentrer dans Chambéry par la place Louis-Sèvres, et donc il y a un premier giratoire qui est en cours d'aménagement. Les bus qui viennent de Champ-Nord, qui aujourd'hui, quand ils arrivent au pont des Chèvres, refont une boucle pour remonter sur le pont, faire les 2 giratoires et se faire reprendre dans le bouchon de l'autre côté, auront une voie à contresens qui leur permettra de remonter directement l'avenue de la Boisse à contresens jusqu'à la sortie, jusqu'au niveau où il y a le pont. Et là, soit ils viendront desservir le quartier qui est ici, soit ils remonteront le reste de l'avenue de la Boisse en chaussée normale. L'objectif, c'est donc un démarrage des travaux qui a eu lieu cet automne, et d'ici que l'ensemble de l'opération soit conduite, c'est une opération qui s'échelonnera jusqu'en 2022, et qui comprendra notamment l'apaisement et la désactivation en grande partie de la circulation traversante sur l'avenue Alsace-Lorraine,
Pourquoi? Parce que l'avenue Alsace-Lorraine, nous avons besoin, dans ce secteur-là, d'aménager notamment des places pour les bus, etc., qui viennent à la piscine. Et nous allons mettre cette partie ici à 4 voies. Il n'y a pas d'habitants dans ce secteur-là. Il y aura donc 2 voies dans chaque sens. Et quand les gens sont au stade, ils seront invités prioritairement à venir prendre cet axe-là pour ensuite retraverser comme ça, pour ensuite retraverser là, plutôt que de traverser le nouveau quartier d'habitat qui va se développer ici. Voilà. Concernant, ça c'est une vue conceptuelle de la zone de Métrotex. C'est pas les permis de construire déposés, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on va lancer les appels d'offres pour choisir les opérateurs de cet ensemble-là dans les jours qui viennent. Si vous voulez voir ce que tout ça qui est dessiné peut représenter, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, lors d'une rendez-vous familial, d'affaires, etc., vous prenez la ligne 9 du métro, vous allez à la station Billancourt, et là, vous allez visiter ce qu'est le site de l'ancienne usine Renault. L'urbaniste qui fait ce secteur, c'est l'architecte qui a fait Billancourt. Et donc, nous avons eu l'occasion d'aller voir l'année dernière, au mois de septembre, la réalisation de Billancourt, et on a retrouvé ce que l'urbaniste nous avait expliqué sur des planches, mais j'avoue que c'est plus intéressant d'aller le voir de visu. Voilà, l'autre chantier pour lequel les travaux devraient démarrer à l'été 2019, c'est donc le stade municipal. Alors le stade municipal, il y a 2 parties. Donc il y a la grande tribune, qui sera la priorité, et puis il y aura ensuite, en tranche conditionnelle, une deuxième tribune qui viendra de l'autre côté, le long de l'avenue du Comte-Vert. La tribune donc descend, est en 2 parties. Elle descend jusqu'au ras du terrain. Ça, c'est une partie ouverte qui permet de voir le match debout, mais c'est également là la zone de déambulation, c'est ce qu'on retrouve ici, hein, la zone de déambulation de l'habitant. L'accès se fera depuis l'esplanade André Gilbertas par ce grand escalier qui est situé ici à l'arrière. Et là, vous avez un grand mur qui accueillera sans doute une œuvre d'art ici un jour, qui a pour objectif à la fois de couper la tribune du vent, mais aussi de couper, autant que faire se pourra, le centre funéraire des bruits liés au stade. Voilà, maintenant nous allons répondre à vos questions. L'Angleterre, que vous connaissez bien, et la ville Comte-Vert, s'est vue quelque peu embêtée par ce chantier de l'ancien immeuble France Télécom, qui a empiété d'une façon, me semble-t-il, un peu abusive sur l'espace public. C'est une chose, je pense que ça va venir à son terme, je crois, vers le 20 décembre, me semble-t-il. Mais il y a d'autres projets prévus. En continuité de l'immeuble refait, je crois comprendre qu'il y a un autre immeuble qui va être construit ou rénové en tout cas. Et puis ultérieurement, il y a ce vieux projet maintenant de l'ensemble immobilier de l'autre côté, alors, où il y avait les établissements en Pérou. Pouvez-vous nous développer un petit peu ce qui va se passer dans ce quartier? Oui. Alors d'abord, sur ce qui concerne l'emprise publique, oui en apparence, pas tant que ça en réalité, puisque toutes les places de parking qui sont en arceaux sont sur la propriété privée de France Télécom. Donc, si vous voulez, tout le côté, quand vous êtes dans la rue d'Angleterre, que vous venez de l'avenue du Comte-Vert, toutes ces places qui sont là sur votre droite, là où il y a les arceaux, elles sont dans la propriété de France Télécom. Mais avant les arceaux, il y a des places publiques. Dans tous les chantiers, on a un temps où, effectivement, pour les installations de chantier. Alors, sur l'opération dont vous avez évoqué, je vais laisser la parole à la présidente de Cristal Habitat, Alexandra. Merci.
Bonsoir. Alors effectivement, c'est une propriété Cristal Habitat qui se trouve sur les anciens établissements. Vous avez dit Bérulle, c'est ça? Nous ne sommes pas propriétaires de tout, ce qui crée aujourd'hui une difficulté, puisque si nous n'avons pas le tellement complet, il est un peu difficile de mener un projet. Pour être très honnête et en toute transparence, nous avions mené une première étude architecturale qu'il est impossible à réaliser financièrement. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on est dans une impasse sur ce secteur, parce que l'histoire a fait que mes prédécesseurs ont acheté cette parcelle assez chère, en prenant des engagements qui aujourd'hui sont difficiles à tenir. Donc il y a des projets qui pourraient arriver, mais aujourd'hui on ne sait pas les tenir ni dans la parcelle telle qu'elle existe, ni si en tenant les engagements de mes prédécesseurs. Donc aujourd'hui, sur ce secteur-là, on est coincé. Voilà. Il y a un squat, il y a un squat? Ça, par contre, on peut faire en sorte que les choses soient complètement sécurisées. Alors par contre, il y a un autre projet qui commence à être travaillé, qui est au bout de la rue d'Angleterre, côté rue Nicolas Parent, où là, on va lancer les réflexions pour avoir l'aménagement dans ce quartier, dans ce secteur où il y a plusieurs maisons qui sont fermées d'un immeuble, mais sans doute par la Savoisienne, mais on n'en est encore pas au stade des plans d'architecte, etc. Voilà. Je ne vais pas croire qu'il n'y a pas d'autres questions quand même. C'est que tout va bien. Ah, madame. Bonsoir, monsieur le maire. Nous sommes des nouveaux résidents dans ce quartier. Voilà 2 ans que nous sommes installés à 100 mètres d'ici, avec une belle terrasse dont nous pensions profiter, et nous sommes envahis de pigeons. Alors, outre les dégradations des bâtiments, ça pose quand même un sérieux problème de salubrité, parce que nous sommes envahis de fientes, de plumes qui volent, et tout ça à cause d'un habitant qui nourrit ses pigeons sur son balcon. Donc, je voudrais savoir ce qu'il est possible de faire pour sortir de cette situation qui est fort désagréable. Parce que l'année dernière, on avait compté une quinzaine de pigeons, cette année, il y en a une quarantaine. Il y a même eu des nids sur les balcons, donc c'est franchement désagréable. Bon. J'avais déjà écrit au service d'hygiène de la ville, qui m'ont d'ailleurs répondu très, très favorable, enfin très vite. Mais la situation s'est empirée, puisqu'il y a de plus nombreux volatiles. Donc là, c'est insoluble, là, aujourd'hui. Tu veux répondre, Christina? Oui, on sait. Pardon, bonsoir. Je pense que vous habitez le Millennium. Bien sûr. Voilà. Donc, on est au courant, c'est instruit. Madame Bovier-Lapierre a écrit au service d'hygiène. Le monsieur, on le connaît, hein, c'est le fils de la Marie Cabat. Voilà, il élève les pigeons chez lui, ils viennent chez lui, c'est tout ouvert, c'est dans un état déplorable. On ne sait plus quoi faire, quoi. Voilà. Mais je sais que ça vient jusqu'à chez vous se poser sur les rambardes des terrasses. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est instruit auprès du service hygiène. Il doit être, je ne sais pas comment on dit, il doit recevoir un courrier, il doit être visité, il y a une démarche qui est entreprise, mais après je ne sais pas où elle en est et comment elle pourrait aboutir, quoi. Voilà. Bonsoir à tous. Juste pour dire, effectivement, le problème des pigeons est un problème que nous avons sur l'ensemble de la ville de Chambéry. Et on fonctionne, on a une technique qui est de l'effarouchement, en fait, des rapaces. Vous les avez peut-être vu déjà dans le centre-ville passer, donc on le fait aussi dans d'autres quartiers de Chambéry. Ce que je vous propose, on vient de valider la nouvelle prestation pour l'année 2019, c'est d'inclure un passage ou plusieurs passages dans votre quartier avec les rapaces et du piégeage également, pour essayer de limiter les nuisances des pigeons. Mais c'est pas miraculeux, hein, mais c'est la seule, aujourd'hui, c'est la technique, la seule technique que nous avons, au-delà effectivement de ce que Christian a dit, la problématique de cette personne, mais autrement, sinon c'est ce que nous faisons en ville. Mardi à Bellevue, vous avez parlé d'une obligation de densification urbaine et que dans le futur,
futur PLU, il y aurait une réflexion à mener sur en partie les villas proches du centre-ville. Oui, alors effectivement, mardi à Bellevue, nous avons parlé d'urbanisation et de PLU. Donc, dans le cadre de l'évolution des lois françaises, les zones déjà urbaines sont invitées à réfléchir à une densification. Des dents creuses. J'ai effectivement dit à Bellevue l'autre soir que se posera à terme. La ville n'a fait que s'étendre au cours des années, et quand vous regardez l'avenue Jean Jaurès qui paraît très ancienne, l'avenue Jean Jaurès, elle a été construite entre 1962 et 1970. Le premier usage du gymnase qui est au bout de l'avenue Jean Jaurès, qui a servi pendant si longtemps au hand, son premier usage, ça a été d'être la morgue du 5-7, alors que le bâtiment n'était pas encore inauguré. Donc l'extension de la ville, elle s'est faite de tout temps. Le secteur de Mérande, par exemple, était jusque dans les années 50 des secteurs de jardins et se sont urbanisés. Donc, inexorablement, la zone urbaine de la ville augmente, puisque la population augmente d'un peu moins de 1000 habitants par an au niveau de l'agglomération. La question qui se pose, c'est celle de la densification en hauteur. Jusqu'où va-t-on ? Mais c'est aussi, là où il y a des réseaux qui sont existants, la question de la densification des zones qui étaient des zones anciennement pavillonnaires. On a aujourd'hui des problèmes avec un certain nombre de riverains dans le secteur de Montget, où des propriétaires vendent des lots qui étaient en fait des propriétés avec une villa et un parc. En application du PLU tel qu'il a pu être adapté au fil du temps compte tenu des évolutions législatives, aujourd'hui, le maire délivre un permis de construire, c'est blanc, c'est oui ou c'est non. J'ai pas la capacité de dire, en fonction du doigt mouillé, celui-là j'ai envie de lui donner, je peux lui donner, celui-là j'ai pas envie de lui donner, je peux pas lui donner. Donc dès lors que les règles d'urbanisme permettent, autorisent, le maire doit exécuter dans le cadre du permis de construire. Xavier, tu veux ajouter quelque chose sur le permis de construire, sur l'urbanisme ? Bonsoir à tous. Effectivement, je me souviens bien de la réunion de Bellevue, de votre présence. Ce qui est intéressant peut-être de reprendre dans la suite de la discussion par rapport aux propos du maire à l'instant, est l'impact que nous avons sur notre quartier. Très intéressant de noter que nous sommes en train de vivre une densification au regard de la loi de notre quartier, notamment sur le Grand Verger, sur Vétrotex, sur la Cassine. Et pour autant, les espaces naturels n'auront jamais été aussi présents et développés dans le quartier. Le parc du repos, qui est le long de l'avenue Henri Bordeaux, sur les berges de Lierre, va être renforcé avec une coulée verte telle que vous l'a présenté le maire, qui va gagner le parc de Blainville, créé de toutes pièces le long de la Lesse, dans un écoquartier qui va avoir une valorisation, je dirais, paysagère, qui est écologiquement remarquable, et dans un quartier de la Cassine, de l'autre côté, où on va avoir une valorisation de nos zones humides, et un parc du cœur de Cassine, au milieu de l'habitat, qui va aussi pacifier tout le mode de circulation chemin de la Cassine dans cette zone d'habitat. Donc on a là la démonstration, et c'est ce que le maire vous a proposé d'aller voir si vous en avez l'occasion à Paris, donc sur les anciennes usines Renault. C'est véritablement la combinaison qu'il y a entre densification urbaine et développement de l'environnement. Ce qui, lorsque l'on voit ce qui a été réalisé effectivement à Boulogne-Billancourt, sur 1 million de mètres carrés, c'est colossal, la surface.
allez voir ça, et vous verrez comment la nature est hyper présente, et d'ailleurs ô combien les démonstrateurs comment sur les immeubles avec récupération des eaux de pluie des toits, traitement des eaux dans les systèmes de l'habitat pour notamment les sujets de sanitaire, d'eau de vaisselle, mais aussi traitement des eaux grises dans le cadre des zones humides en pied d'immeuble, comment dirais-je, irrigation des jardins familiaux. Quand vous voyez ce qui est réalisé, vous dites que la densification, c'est une obligation légale, au cœur des villes, elle est compatible avec le bien vivre et le mieux vivre ensemble. On y met de la mixité, y compris économique, auquel voilà. C'est assez intéressant. Alors, c'est un vrai débat qu'on sent absolument partout. Le maire faisait référence à la démarche de concertation sur le PLUI, donc jusqu'à la vous suivez, plan local de l'urbanisme intercommunal. On y a rajouté l'habitat et les déplacements, ce qui est unique en France. En tous les cas, on est pionnier. Pourquoi? Parce que notre espace géographique est tellement contraint que vous ne pouvez pas parler urbanisme et donc intercommunal sans, dans la cluse chambérienne, parler habitat et déplacement. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'on le lit. On est d'ailleurs à la fin de la phase de concertation. Maintenant, les communes vont donner leur avis, puis l'enquête publique, et l'objectif est de le voter à la fin de l'année. Comment combiner cet espace naturel contraint, en même temps formidable entre lac et montagne, auquel on est tant attaché, une attractivité de notre territoire et le bien vivre ensemble, ce bien se déplacer, c'est l'enjeu auquel on est confronté. C'est vrai que quand on voit un immeuble qui grandit au milieu d'une rue où il y a des petites maisons, on n'est pas très content. Mais par rapport à l'objectif qui est celui de préserver des espaces naturels ensemble, autour, il est indispensable. Mais c'est pas parce qu'on met un immeuble que quelque part on ne vit quand même pas bien à côté et on ne vit pas bien ensemble. Voilà, alors c'est vrai que c'est toujours un peu difficile à intégrer, mais vous verrez que ce qu'on est en train d'essayer de faire dans le quartier, parce que c'est un quartier qui est au cœur de beaucoup d'enjeux, à la fin c'est quand même pas mal et c'est même sans aucun doute mieux qu'avant.